Parfois lyrique de Véronique. 18h20. Sébastien Barrio et son équipe vous reçoivent dans le Barrio Show. La chronique Parfois lyrique de Véronique. Alors aujourd'hui, le thème de cette pièce engagée, Ego-Overdose, évoque un sujet très délicat à mettre en scène, les violences morales. J'ai vu la pièce, elle est vraiment réussie et j'ai eu l'honneur de recevoir l'autrice Delphine Rouche et une des comédiennes, Adeline Hervouet, sur mon plateau de Camailleux de femmes où elles ont expliqué avoir rencontré en fait le même pervers, sujet de cette pièce. Rappelons qu'il existe plusieurs types de violences faites aux femmes, les violences physiques, psychologiques, sexuelles et économiques. Rassurez-vous, au pays des droits de l'homme, seulement 1% des violeurs finissent en prison. Et en ce qui concerne les pervers, en général, qui est l'objet de cette pièce, Ego-Overdose, la justice n'est pas armée pour les déceler, ce qui permet de procéder à des inversions en toute impunité, tout en faisant passer l'autre pour ce qu'il n'est pas, et tranquillement continuer à détruire son ex à travers différentes stratégies, notamment la prise en otage des enfants. Si un jour vous devez néanmoins vous défendre, vous ferez appel à un avocat. Un avocat, ouais. Moi j'allais dire un tireur d'élite. Un tueur à gage. Alors, Faut savoir payer les gens. C'est vrai. Comme Honoré de Balzac l'écrivait, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Je m'interroge. L'accès à la justice est-il garanti en France ? Pour les justiciables les moins fortunés, l'aide juridictionnelle, vous savez ce que c'est l'aide juridictionnelle ? Bien sûr, c'est quand t'as pas de thunes. Voilà. Alors, je veux dire, c'est AJ, d'accord, pour aide juridictionnelle, permettrait une prise en charge partielle ou totale des frais de procès. Et en 2020, l'obtention de l'AJ était subordonnée à un plafond de ressources mensuel de 1 043 €. Je donne la somme pour dire que c'est vraiment pas beaucoup de sous. Et je lis sur le site du gouvernement que 1 200 000 demandes d'AJ ont été déposées en 2019 et que rendre la justice à tous est une priorité du gouvernement actuel, que la réforme de l'aide juridictionnelle, l'État français s'est engagé à simplifier les formalités et à raccourcir les délais de traitement. Et oui, parce que vous déposez un dossier, il y a tout plein de papiers à donner. C'est compliqué, oui, il y a les dossiers de surendettement, il y a plein de choses. Donc c'est une très bonne nouvelle, ils ont raccourci les délais. Or, quand on prend connaissance du nouveau CERFA mis en ligne le 1er février 2022, il apparaît que tout a été hautement complexifié. Et ils adorent ça. Selon le Conseil national des bâtonniers, l'État français ne consacre que 5 € par habitant au financement de cette aide, l'aide juridictionnelle, ce qui fait de la France le cancre des pays européens qui en consacrent le double pour accéder aux droits. Je lis encore que 37% des avocats réalisent au moins un dossier au titre de l'AJ par an, ce qui est très peu. N'est-il pas légitime alors de s'interroger sur l'aspect non démocratique de l'accès à la justice en France ? L'aide juridictionnelle, c'est l'État qui se dégage au moyen de cette pirouette administrative sur des avocats, c'est-à-dire des professionnels libéraux, et les contraint d'assumer son rôle de service public, au moins transitoirement, c'est-à-dire le temps que l'affaire soit jugée, pour que l'avocat puisse être rémunéré par l'État. Mais au fait, le fonctionnement de l'aide juridictionnelle est-elle universellement acceptée par les professionnels du droit ? Voici le témoignage d'un avocat à la retraite, Patrick D., qui a aujourd'hui le recul nécessaire pour en parler librement. Mon expérience d'avocat à la cour d'appel d'Amiens, puis Aix-en-Provence, et puis ensuite inscrit à Pontoise, m'ont appris certaines choses. Le système tel qu'il a été institué déjà depuis longtemps pousse les avocats à ne pas accepter de se prendre en charge un de leurs clients au titre de l'aide juridictionnelle. Et on peut encore aisément le constater aujourd'hui. Il m'est rapporté des exemples où des personnes complètement démunies se sont vues refuser l'assistance et la représentation par un avocat, par nombre de cabinets qui montrent que le système ne fonctionne pas. Mais alors pourquoi le nombre de justiciables qui ont droit à l'AJ se voit refuser ce droit ? Bon, c'est relativement simple à comprendre. Lorsqu'on a un dossier traité avec l'aide juridictionnelle, l'avocat est poussé en fait à prendre en charge un client sans rémunération dans les cas d'aide juridictionnelle totale. Et dans les autres cas, il doit faire signer un contrat, mais avec des honoraires qui sont très bas, quasiment imposés par l'État. Sachant que l'avocat ne sera payé quasiment toujours qu'à la fin de l'affaire. Donc quand une affaire va prendre 6 mois, 1 an, voire 2 ans ou plus, l'avocat
l'avocat ne sera payé qu'à la fin et il va recevoir donc une rémunération de l'État qui sera très en deçà des seuils de rentabilité de son cabinet. Donc en clair, l'avocat paye en fait pour travailler quelqu'un qu'il va assister à l'aide juridictionnelle. Donc c'est une injustice qui pousse les avocats à refuser les dossiers au titre de l'aide juridictionnelle. Ce qui est un désastre quand on voit qu'il y a 1 million de dossiers qui sont concernés sur environ 2 250 000 en matière civile et pénale. Alors, dans le cas où, youpi, un avocat accepte l'aide juridictionnelle, va-t-il traiter avec la même bienveillance le dossier de son client agi que le dossier de son client qui paye rubis sur ongle? Concrètement, va-t-il répondre au téléphone? Va-t-il répondre à ses mails? Bien sûr, on peut l'espérer pour les avocats qui ont choisi cette profession par vocation, car il est dans le serment des avocats le désintérêt. Malheureusement, ce principe au quotidien ne se vérifie pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut savoir quand même que l'accès aux services publics en général est un principe fondamental des libertés individuelles et publiques accordées à chaque citoyen. C'est un principe qui est reconnu depuis les années 50. On voit que beaucoup de personnes ne sont pas défendues dans des affaires où elles sont en péril du fait de leur situation matérielle. Ah d'accord, mais alors existe-t-il un garde-fou qui cadrerait un peu cette profession libérale ? La profession d'avocat est régie par un ensemble de règles. On appelle ça le règlement intérieur national du barreau. Et puis il y a des règlements intérieurs à certains barreaux. Et dans ces articles qui sont inscrits dans ces règles, il y a les obligations que chaque avocat doit respecter vis-à-vis notamment de ses clients, c'est évident. Notamment le principe de loyauté, le désintérêt quand il le faut. On est au cœur du sujet de la vocation des avocats qui s'occupent de particuliers. Et oui, parce que le serment que fait chaque avocat est le suivant. Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Oh, mais super! Comme le dossier d'Agi, le justiciable se met à nu, peut-on parler des salaires des avocats? Ou alors est-ce un sujet tabou? Oui, parce que si on regarde les chiffres, les revenus moyens des avocats est de l'ordre de 7 000 € par mois. Mais ça cache, ce n'est qu'une moyenne, ça cache une réalité qui est tout autre. Un avocat qui démarre dans la profession gagne très très peu. Bon, la moyenne des avocats ont un revenu de cadre moyen supérieur. Il n'y a que 10% à peu près de la profession qui gagnent très 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 bien leur vie. Donc c'est un peu l'exception. D'accord, mais alors est-ce que les salaires de début de carrière peuvent expliquer par exemple ces refus assez systématiques de l'aide juridictionnelle, en particulier à Paris ? Je pense que c'est surtout la gestion du cabinet, l'obsession du chiffre d'affaires à réaliser, les charges à payer évidemment, et c'est le fait de savoir que l'honoraire qui va rentrer dans une affaire ne sera rentré que dans 1 an, voire 2 ans, qui freine évidemment des cas de fer les cabinets d'avocats à accepter les dossiers d'aide juridictionnelle qui représentent une charge pour eux. Et oui, alors vous vous estimez lésé et en tant que victime, vous avez raison, vous voulez saisir la justice pour réparer ce trouble. Il ne faudrait pas tomber sur un autre abuseur malhonnête susceptible d'aggraver votre situation. Voici quelques astuces classées par ordre croissant de gravité pour sélectionner le meilleur des avocats et éviter les pires. Si vous êtes concerné par un de ces cas, dénoncez-le, votre avocat, à son ordre. Mais oui, l'ordre est fait pour ça. Plus nous serons nombreux à le faire, plus vite ces professionnels changeront de comportement. Cas numéro 1. Vous rencontrez un avocat qui vous explique refuser l'AJ, car selon lui, l'AJ, c'est uniquement pour les avocats débutants. Oh ben non. Cas numéro 2. Vous tombez sur un avocat qui vous explique qu'il ne va pas gagner assez avec votre affaire s'il la prend à l'AJ. L'avocat est censé vous défendre et non pas se faire de l'argent sur votre malheur. Cas numéro 3. Vous tombez sur un avocat qui accepte l'AJ, youpi, mais qui exige de vous une provision par chèque ou virement. Cas numéro 4. Vous tombez sur un avocat qui accepte l'AJ, youpi, mais qui exige de vous des sommes d'argent en liquide, en plus de ce que l'État va lui payer. Cas numéro 5. Vous tombez sur un avocat qui vous explique que votre dossier est trop lourd pour être traité au titre de l'AJ. Ce genre de critique loufoque n'existe absolument pas lors de la constitution du dossier d'AJ, puisque seules les données financières, vos entrées d'argent mensuelles, les économies, vos biens sont retenus. Ce professionnel est simplement en train de négocier son salaire avec vous sans que vous le sachiez, tout en vous culpabilisant. Ah ben oui, être culpabilisé, c'est être manipulé. Sachez que quelle que soit la taille du dossier au civil ou au pénal, quand vous bénéficiez de l'AJ, ça n'est pas négociable.
Cas numéro 6. Vous rencontrez un avocat qui accepte l'AJ, youpi, mais qui depuis fait le mort. Il vous rétorque sans complexe qu'il privilégie ses clients qui le payent. Cas numéro 7. Vous avez trouvé un avocat qui accepte l'AJ, youpi, mais enterre votre dossier et vous fait perdre toute chance de vous défendre en loupant les délais ou en ne transmettant pas vos éléments au juge ou à la partie adverse. Attention, de telles fautes se payent. En plus de le dénoncer, sollicitez son assurance professionnelle. Cas numéro 8. Vous pouviez dans le passé régler des honoraires d'un avocat et depuis votre situation s'est détériorée au point que vous bénéficiez désormais de l'AJ. Mais votre avocat vous baratine et vous dit que ce n'est plus possible d'activer l'AJ car vous l'aviez initialement accepté de le payer. Cas numéro 9. Votre avocat a accepté l'AJ, youpi, et au prétexte que vous bénéficiez de l'AJ ne vous demande pas de valider ses écritures avant de les transmettre au juge ou à la partie adverse. Pire, il s'énerve ou menace lorsque vous vous en offusquez. Attention, le client doit valider les écritures car l'avocat n'est que son représentant. Les écritures vous engagent, vous. Alors lisez-les bien. Cas numéro 10. Vous bénéficiez de l'AJ, youpi, mais vous tombez sur un avocat qui, au prétexte que c'est beaucoup de paperasse, vous invite à le payer mensuellement, les sommes que normalement vous ne devriez pas payer. Sachez que l'avocat n'a pas le droit de vous endetter alors que vous n'avez déjà plus rien. C'est une faute lourde. Cas numéro 11. Vous rencontrez un avocat qui vous propose des consultations hors horaire de bureau ou pire, de faire un tour en voiture pour discuter de votre dossier. Aïe aïe aïe, comme vous le constatez, même si vous saisissez la justice pour réparer un préjudice, il faut garder les deux yeux grands ouverts lorsque vous confiez votre dossier à un professionnel. Malheureusement, le ministère de la Justice préfère garder les yeux fermés et se boucher les oreilles pour ne pas avoir à affronter ces multiples dysfonctionnements de professionnels du droit, ni la complaisance du Conseil de l'ordre à leur égard. Notez qu'il est ardu de juger vos pairs qui vous ont élus ou devront vous élire, puisque c'est ça en fait, le Conseil de l'ordre il est élu par des avocats qui... Voilà. Donc souvent, même devant le Conseil de l'ordre, les dés sont pipés. Pourtant, tout justiciable qui paie ses impôts en France, impôts directs, on connaît tout ça, ou taxes comme la TVA, puisque, rappelons-le, chaque citoyen consacre 5 à 20% de son budget par achat au quotidien à payer la TVA. Bien sûr. Et doit pouvoir donc accéder à la justice. Il est donc en droit d'attendre une contrepartie de ses impôts, c'est-à-dire que l'État rende un service public irréprochable, une justice accessible pour tous et équitable, ce qui n'est pas le cas en France. Alors, moi je me dis, pourquoi ne pas créer une association des bénéficiaires de l'AJ pour faire remonter de façon efficace tous ces abus ? Allez, et je vous laisse méditer et je vous dis à la semaine prochaine. Bravo. Bravo. C'est très intéressant, c'est très intéressant parce que là on se dit, alors l'aide juridictionnelle, bon, il y a des avocats qui veulent pas le prendre, mais il y en a quand même qui le prennent, hein, ça existe, heureusement, voilà, ils sont payés à la fin, c'est vrai, mais on dit, comment on fait, on fait comment, parce que là il y a tellement de cas, on n'a pas d'avocat, on fait quoi? C'est vrai qu'un avocat il peut vous demander jusqu'à 7000 € juste, voilà, parce que il y a des affaires qui sont énormes, juste, voilà, et aidez-moi, faites quelque chose. Bon, si vous avez 7000, on va pouvoir y arriver. Après, tu redonnes 7000 parce que tu revois la période, mais après, tu redonnes 7000. Ça fait cher le rendez-vous. Hein. Ça fait très cher le rendez-vous, mais c'est très intéressant. Très, très intéressant. Mais ça... Voilà. La chronique, parfois lyrique, de Véronique.